Service après-vente de la F1. Gentlemen, start your engines and let's get ready to rumble! It's lights out, away we go. Verstappen gets an excellent start. Sebastian Vettel needs to cover him off. Kimi Raikkonen on the inside, and he's cracked with Verstappen. He's hit Vettel as well. Raikkonen is out before the first corner. He's gone into the Red Bull there as well. Carnage as Fernando Alonso gets involved. Raikkonen, yes, Vettel going backwards. He is off and looks to be out of it too. Bonjour à tous et bienvenue pour le warm-up du SAV, 30 minutes pour revenir sur le début du week-end du Grand Prix d'Allemagne. Je suis Shinji et j'ai le plaisir de recevoir en ce dimanche matin Buchor. Bonjour Buchor. Bonjour. Et Dino. Bonjour Dino. Bonjour Shinji. Vous allez bien ? Oui. Non, on est dimanche matin, il est 10h42, ça va pas bien. 43. Oui, 43 en plus, merde, bientôt il sera 44. Ah, ne disons pas. Ne tardons pas, surtout, ne tardons pas. Et commençons cette émission, tiens, parlons un peu de la saison des transferts. Vous savez, c'est la silly season et entre les différentes rumeurs qui envoient Esteban Ocon chez Renault, Kimi Raikkonen chez Sauber, Van Dorn au Pôle emploi, il y a des officialisations, puisque ce week-end, peut-être Grand Prix d'Allemagne oblige, Mercedes a officialisé la reconduction de ses deux pilotes. Lewis Hamilton a été reconduit pour 2 ans. Alors apparemment, Mercedes voulait 5, mais voilà, il aura 2 ans. Tandis que Bottas, dans son éternel... Bottas, il inspire de la confiance, mais pas trop. Et sa reconduction, c'est un peu ça. C'est 1 an avec une option d'1 an. Au cas où. Ouais, Bottas, c'est le L'option Ocon. Bottas, c'est le Kimi Raikkonen de chez Mercedes. Oui. Y aurait-il un point commun entre ces deux pilotes? Je ne sais pas. Bah, ils sont finlandais. Ah oui, ah ouais. Après, ce n'est pas une surprise finalement, ces reconductions. Non. Non. Et finalement, Bottas, Voilà. oui, non, juste pour dire que Ocon, du coup, on n'est pas surpris qu'il aille pas chez Mercedes l'année prochaine, parce que pour moi, il est pas forcément dans la progression de la continuité de l'année dernière. Donc, il a encore pour moi à faire ses preuves. Et donc, du coup, par contre, on voit que Bottas c'est 1 avec une option d'un an supplémentaire. C'est pas 2 ans d'un coup. Bah, moi, je t'avoue que Ocon, je suis pas surpris parce que on sent bien que chez Mercedes ils sont quand même satisfaits aujourd'hui d'avoir cette équipe là et d'avoir Ocon en réserve. Bottas, tu veux dire? D'accord. Oui, non mais d'avoir le binôme Hamilton et Bottas qui se complètent bien, qui a pas de problème de relationnel, alors que Ocon pourrait parce que c'est quand même un mec à les dents longues, il pourrait créer des problèmes. Maintenant, je pense que ça aurait été mérité. C'est-à-dire que très clairement, Ocon cette année il met une pile à Perez, même si ça s'est pas vu sur cette qualification. Là, pas ce week-end, mais bon. Mais il met une pile à Perez et pour le coup, oui, ça serait mérité qu'il aille entre guillemets mieux que Force India. Alors après, un passage comme c'est évoqué, un passage par Renault peut être intéressant pour toutes les raisons qu'a pu exposer Montagny pendant les qualifs, notamment parce que c'est passé déjà dans une structure avec plus de moyens, avec plus de structuration, plus d'organisation. C'est un constructeur. Même si je pense qu'il est déjà habitué, c'est un constructeur. Donc voilà, ça peut être une étape intéressante. Et puis c'est tout bénef pour Mercedes qui va pas mettre un jeune loup à côté d'Hamilton. Va rester sur ce binôme-là et peut-être verra en fonction de l'avancée d'Ocon en 2020, voire en 2021, soit pour s'épauler à côté de Hamilton, soit voir pour le remplacer après 2021. Enfin, après 2021. Et donc Ocon chez Renault, pour vous, c'est une rumeur qui est plus que chaude ou réaliste en tout cas. Je sais pas, peut-être, mais du coup, il resterait quand même un pilote Mercedes. Il irait chez Renault, mais parce que on l'a vu au micro de Canal+, il a dit clairement qu'il était pas surpris puisqu'il était au courant du renouvellement de Lewis et de Bottas et que du coup clairement il a dit que ses patrons avaient un plan pour son avenir. Donc c'est que il y a. Et il a dit il serait en F1 l'an prochain et que visiblement voilà. Après à savoir s'il sera chez Renault ou chez Stroll Racing Team, ça c'est autre chose. Puisque bien sûr la grosse rumeur c'est que Papa Stroll serait sur les rangs pour racheter le Force India. Oui. Mais je pense que c'est ça la première.
Ce qui implique, c'est quel pognon va avoir Williams dans ce cas-là? Ils récupéreront Palmer. Et Maldonado. Ah non, merde, Maldonado, il a plus de chéquier. Non, mais je pense que la problématique pour Ocon, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a effectivement Stroll qui veut se barrer de chez Williams et il y a Force India qui a énormément besoin de pognon et éventuellement d'un racheteur. Donc, si Papa Stroll, plutôt que de mettre du pognon dans Williams qui ne se laissera pas vendre, peut acheter Force India, même si j'arrive pas trop à comprendre ce qu'il y gagnerait, à part un baquet à vie pour son fils. Voilà, je pense que malheureusement, ça pousse un peu Ocon vers la sortie, en sachant que s'il faut choisir entre Ocon et Perez, ils vont quand même préférer garder Perez, qui amène lui aussi des contributeurs et du pognon, quoi. Oui, sauf que le problème, c'est que Ocon, c'est un pilote Mercedes, qui est motoriste. Ouais, mais après, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que ça rejoint aussi l'objectif de Mercedes, qui est de davantage professionnaliser Ocon et de, à la limite, passer un deal et le mettre en location chez Renault. Eux, ils y gagnent, en fait. Apparemment, surtout que et en plus, c'est pas la première fois que ça serait, puisque Ocon a été pilote d'essai Mercedes et Renault. La même année, il a testé les voitures de l'année en cours, la même année et tout. Donc ce serait pas une surprise effectivement que Mercedes prête Ocon à Renault pour qu'il soit titulaire. Et précisons que Ocon remplacerait Sainz, qui reviendrait chez Toro Rosso en remplacement d'Hartley. Ouais. Et comme ça que tout se goupillerait, on va dire. Même s'il y a des rumeurs, il y a une rumeur qui est sortie apparemment ce matin où il y aurait un intérêt de McLaren, mais visiblement McLaren est intéressé par tous les pilotes du plateau. Par tout le monde, oui. Il y aurait un intérêt de McLaren pour Sainz, peut-être pour remplacer un autre Espagnol. McLaren, il ferait mieux de s'intéresser à performance d'abord que de s'intéresser à un pilote. Oui. Mais pour revenir sur Hamilton, moi j'aimerais vous poser la question parce que Hamilton il a expliqué que lui il voulait 2 ans parce que après il y avait le changement de réglementation en Formule 1 et il voulait voir un peu ce que ça donnait. Et c'est un discours qu'on a déjà entendu chez d'autres pilotes, notamment Ricciardo. Moi je m'interroge beaucoup sur ça, c'est-à-dire que c'est quoi l'intérêt du pilote d'attendre dans 2 ans, c'est-à-dire l'année où on va changer et on sera vraiment dans l'inconnu puisqu'on saura pas exactement qui va faire quoi. Quel est l'intérêt pour un pilote de prolonger juste 2 ans en sachant qu'il n'aura pas forcément plus de visibilité sur l'état des forces en présence pour 2021 où ce sera un nouveau Big Bang technologique. Ouais, mais il négociera en 2020 et en 2020 les voitures de 2021 commenceront à être développées. Donc il commencera quand même bien à avoir un peu comment ça va se tourner cette histoire. Ouais, mais il saura pour Mercedes, il saura pas pour les autres, il saura pas si Ferrari ou Red Bull vont mettre une pile. Mais c'est peut-être même le fait même de sa présence en F1 qui se pose. Ah oui. Au-delà de 2020. Hamilton, de toute façon, il a dit que je pense qu'il s'éternisera pas en F1. C'est pas un Alonso qui va s'accrocher au baquet comme une moule sur un rocher de Seine. Voilà, l'idée c'est peut-être pas aller voir d'autres écuries en 2021. C'est peut-être la présence même de Hamilton en F1 au-delà de 2020. Hamilton, il s'accroche à l'aileron arrière. Spoiler. Bah oui, spoiler, c'est un aileron. Bravo. Ça c'est pas. Tu fais trop de tuning, Shinji. Beaucoup trop. Messieurs, après cette petite partie actu, évoquons alors les essais libres, alors qui vendredi ont été plutôt calmes, même si l'on a vu une nouvelle forme de promotion pour Heineken. La canette écrasée. Oui. Ouais. J'ai pas vu l'image, mais bon. Mais c'est étonnant parce que en plus je crois que Ricciardo il fait le meilleur temps juste après. Ou un des meilleurs temps, et je trouve que c'est étonnant que la voiture ait pas été, parce qu'on voit quand même que la canette elle a été déchiquetée, donc oui. Elle a bien dû taper quelque part, et c'est étonnant que la voiture elle ait rien eu en fait, visiblement elle a rien eu. Je crois qu'il ralentit après, mais après finalement ça a l'air d'aller. Bon, sur la journée même de vendredi, il n'y a pas grand chose à dire, à part que nous, en effet, comme tu dis, Ricciardo a fait le meilleur temps le matin et Verstappen l'après-midi, donc des Red Bull qui ont l'air de bien rouler sur ce Hockenheimring. Bon, alors les essais libres de samedi matin, c'était pluvieux, hein. Ah bah ouais. Et l'histoire retiendra que un monégasque a mené une séance en F1.
Ouais, putain, mais là, Mais surtout, j'ai envie de dire bravo à Sauber d'avoir osé faire rouler ses pilotes dans ces conditions. Alors, moi, j'ai adoré. Mais moi, j'ai adoré. Je veux pas dire, mais quand tu vois le top 6, à part Vettel qui est 4ème, t'as les deux Sauber, Sirotkin qui est 3ème, les Toro sont 5 et 6, hein. Ouais, mais je veux dire, justement, la séance la plus simple, la plus représentative. Non, mais bien sûr, mais j'ai envie de dire, c'est quand tu vois, c'est vraiment les écuries qui ont des jeunes pilotes qui ont osé les envoyer en piste pour les faire progresser. Bon, moi j'ai kiffé mais à mort la réponse de Leclerc au micro de Canal+ quand ils leur demandaient est-ce que la pluie vous voulez rouler. Ce qui contraste énormément avec la réponse d'Ocon qui disait oui, nous on pourrait effectivement si la pluie ça pourrait compenser notre manque de performance, etc. Et Leclerc il dit ah ouais moi j'adorerais rouler sous la pluie, j'adore rouler sous la pluie, j'ai pas encore essayé cette voiture sous la pluie à part un tour au Paul Ricard, donc je veux conduire sur la pluie. D'accord, en fait il est juste content de conduire une F1, bon c'est bon. Bon, par contre, chez J, on n'est pas revenu sur le fait marquant du vendredi, c'est le retour de Brown GP. Ah oui, c'est vrai, oui. On a quand même eu des images où on avait l'impression qu'il y avait la Brown sur la piste parce que Williams, ils avaient décidé de littéralement repeindre toute la voiture en jaune. Vous savez, le canard WC par l'aileron avant. Et voilà. Il y a certains angles de caméra, on la voyait arriver de face et l'aileron jaune et le reste de blanc, on disait putain, les Browns, elles sont revenues, quoi. Alors, du coup, mais elles étaient clairement moins rapides. Est-ce que du coup, contrôle technique, ils ont vérifié si le double diffuseur était légal? Oh, ils ont vu une Williams, ils ont rigolé, puis ils ont dit allez les gars, on la laisse rentrer. Bah, surtout qu'ils ont vu les chronos. Leur double diffuseur à eux, en fait, c'est l'aileron avant. Ça donne beaucoup plus d'appui aux voitures qui suivent. En fait, c'est ça le truc de la Williams. Leur nouvel aileron, en fait, diront les autres voitures plus rapides. Tu voudrais dire que quand ils parlent de double diffuseur, Williams, eux, ils comprennent 2 enceintes stéréo, c'est ça? Oui, c'est ça. Rien d'autre à rajouter sur les essais libres? Non, je dis non. Non. Ne nous sortons pas obligés. Eh bien, passons aux qualifications. Et voilà quelqu'un qui a passé une mauvaise fête nationale hier, car en ce samedi, c'était le 21 juillet, jour de la fête nationale belge. Bonne fête à tous les Belges. Oui. Non, mais si vous n'êtes pas champion du monde de foot, voilà. Hein. Bon Sam national. Désolé. Avec Van Dorn. C'est la Brabançonne maintenant. C'est bon ça. Van Dorn qui a fini 20ème. Alors il a évoqué des problèmes de boîte. Y avait-il que ça? Ah mais non, justement je lisais un article apparemment il dit que depuis Silverstone il a un gros problème de manque d'appui aéro qui est confirmé par les chiffres mais ils ne savent pas d'où ça vient. Confirmé par Alonso. Et Alonso dit à un moment donné Alonso qui est dans la presse. Ouais, dit il faudrait qui demande à ce que McLaren résolve le problème, solve le problème parce que il dit avec 2 voitures à la porte des postes. Oui, la voiture est inconduisible. Et je veux bien que Van Dorn il soit pas au niveau d'Alonso, mais quand même un écart à ce point-là, c'est quand même gros quoi. Il a tout le temps été dernier. Enfin, voilà, c'est vraiment et c'est problématique parce que je pense que ça peut le servir en ce moment dans cette période de transfert d'avoir cette très mauvaise passe qui peut s'expliquer techniquement parce que ça donne entre guillemets le sentiment qu'il peut pas s'exprimer à son plein potentiel et qu'il faut peut-être lui donner une deuxième chance. Parce que très clairement aujourd'hui, s'il y en a un qui risque de disparaître de la Formule 1 en ce moment, c'est Van Dorn qui est inexistant. Alors, enfin, ça a été un champion GP de brillant, un mec qui est arrivé en Formule 1 avec une réputation énorme et c'est vrai qu'aujourd'hui t'as Verstappen, t'as Charles Leclerc mine de rien qui fait des débuts tonitruants chez Sauber et du coup on a un peu l'impression que le tour de Van Dorn est un peu passé. Il est précédé par Lance Stroll sur sa Williams qui est 19ème. Rien de surprenant. Les deux Toro Rosso, Hartley 18ème et Gasly 17ème.
Ça fait 2 mois que c'est pas un bon week-end pour Toro Rosso, de toute façon. Oui. C'est pas une bonne saison. En fait, faut le dire comme ça. Voilà. Mais alors, c'est marrant, c'est que vous avez remarqué que par rapport à McLaren, eux, finalement, ils disent ouais, la saison est pas bonne et tout ça, mais comme c'est pas McLaren, ils disent on manque de vitesse. Oui. Ils Voilà, disent pas qu'ils ont meilleur châssis. Voilà, ils disent non mais ils disent surtout pas que c'est un problème du moteur. Et Esteban Ocon qui ne fait que 16e. Bah, apparemment, moi, il a pas roulé vendredi matin, Oui. il a pas roulé du coup samedi matin, et puis il a visiblement de ce qu'il avait l'air de dire, il a très peu roulé en essai libre 2 aussi. Alors j'avoue que j'ai pas vérifié, mais bon bah voilà, apparemment c'est un week-end sans pour lui. Ouais. Bon, ça peut arriver. Hein. Oui. Mais alors, il y a eu un fait pendant ces qualifs 1 à la. Ah bon Oui, c'était à la toute fin. C'était à la toute fin. Problème d'hydraulique. Alors, Hamilton, il a dit oui, c'est le problème d'hydraulique qui m'a fait sortir de piste. Et Toto Wolff a fait non, mais si ça se trouve, c'est parce qu'il est sorti de piste que ça a cassé. Et les techniciens, ils ont conclu que non, en effet, le problème était dès le premier virage. Donc, c'est pas Lewis qui a cassé sur le vibreur. Mais en fait, c'est-à-dire que Ouais. c'est même, il décompose. C'est-à-dire qu'il y a 2 images. Il y a l'image sur le vibreur et après, effectivement, il saute. Et ce que dit Toto Wolff, et ce qui semble assez probable, c'est que c'est en roulant sur le vibreur qu'il y a quelque chose qui aurait pété au niveau de l'hydraulique et que du coup, il a perdu. Alors, j'arriverai pas à traduire, mais la puissance dans le volant ou un truc dans le genre. Et ce qui explique ensuite sa bosse d'après. Que en fait c'est pas la deuxième bosse qui aurait causé les choses, mais c'est plus le passage sur le vibreur où là effectivement, à part beaucoup d'engagement de la part de Lewis, on peut pas lui reprocher véritablement de se dire c'est lui qui a cassé la voiture, même si je pense qu'il a mis beaucoup d'attaques parce que ça fait quand même plusieurs tours qu'il n'arrive pas à boucler correctement un tour et que là il a peut-être voulu trop en mettre sur le vibreur et ça renvoie aussi au Grand Prix d'Autriche où les 2 voitures ont abandonné, dont une sur problème hydraulique et où on sait que les vibreurs sont aussi agressifs. Donc c'est ce que disait Toto Wolff, il y a peut-être une faiblesse là chez nous, c'est qu'effectivement sur des vibreurs un peu trop agressifs, bah il va peut-être falloir qu'on revoie les attaches ou les fixations parce qu'il va y avoir des problèmes. Et par rapport à ces problèmes de fiabilité, est-ce que vous êtes d'accord avec Villeneuve qui dit que fort logiquement, comme la saison est beaucoup plus rude par rapport à Ferrari, Mercedes est aussi un peu repoussé dans ses retranchements? Ah ben clairement. Oui. Ben clairement. Les années précédentes, là où Mercedes avait de la marge, Hamilton serait pas obligé d'aller aussi loin chercher la limite de la voiture. Donc du coup, il aurait une marge, il serait pas obligé de monter sur les vibreurs, etc. Par contre, pour compléter, Dino, moi ce que j'ai lu, l'article que j'ai lu ou qui revient justement sur ces explications, c'est apparemment c'est sur le vibreur intérieur quand il passe à la corde que c'est à ce moment-là, donc vibreur que tout le monde prend qui est pas mauvais, etc. C'est à ce moment-là en plein milieu du virage que l'hydraulique commence à lâcher, ce qui expliquerait qu'il commence à perdre la direction assistée, qui l'oblige du coup à sortir plus large, qui fait qu'il sort plus large. Ouais. C'est vraiment, donc du coup au milieu, c'est pas au moment où il est sur le vibreur, c'est-à-dire qu'au moment où il est sur le vibreur à la sortie du virage, le problème est déjà arrivé. Et donc c'est à l'intérieur du dernier virage en fait. Ouais, et donc c'est pour ça qu'il sort large, etc. Bon, après, on a concrètement sur le comportement de Lewis sur à la fois la piste à ce moment-là, même si je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, et sur son comportement après coup, on a quand même l'impression d'un mec qui culpabilisait, c'est-à-dire cet acharnement à vouloir ramener sa voiture, descendre, la pousser, etc. On sentait quand même le mec qui se disait putain, j'ai fait une. Et puis on voyait qu'il était hyper abattu. Enfin, on a rarement vu Lewis Hamilton comme ça. Enfin, si, oui. mais c'était plutôt positif. il y a 2 semaines, un mois. Là, il avait l'air d'avoir toutes les souffrances de la terre sur son dos. Et c'est vrai qu'après les qualifs, bon bah il se défend de comportement entre guillemets sur les réseaux sociaux, et aussi il a une déclaration, c'est on gagne en tant qu'équipe, on perd en tant qu'équipe. Généralement quand un pilote dit ça, c'est qu'au fond de lui il se sent un peu responsable et donc du coup voilà, moi c'est ce que je pense que c'est ce qui laisse à penser et ce qui accentue les hypothèses sur le fait que c'est son action a pu générer le problème. Que c'est et dis-donc,
Sur ce coup-là, je pense surtout que c'est un tout, en fait, parce qu'il y a la faiblesse de l'hydraulique quand on passe sur les vibreurs. Donc, il y a un côté, il y a peut-être un manque de solidité de l'hydraulique, mais de l'autre côté, c'est le passage sur les vibreurs. Tu vois, c'est un tout. C'est vraiment le pilote. Non, mais voilà, donc du coup, c'est pour ça, quand il dit ça, et je trouve ça très bien qu'il le rappelle en disant on gagne ensemble, on perd ensemble. Et je suis pas en train de dire que Lewis a causé le problème, mais je pense que son comportement général laisse à penser que il est en partie responsable. C'est juste en tout cas qu'il l'a pensé l'être. Que lui il le pense. Et Dino, toi, notamment sur Twitter, après, tu t'étonnais que, notamment quand il a essayé un peu de ramener la voiture au garage, alors que les commissaires, eux, voulaient la mettre sur le bas-côté, tu t'étonnais qu'il n'y avait pas eu de rappel de la FIA après, en fait. Dans le comportement de Lewis, il y a deux choses. Il y a la première chose, c'est qu'il désobéit clairement à son équipe. Mais ça, c'est à l'équipe de gérer. Ça, oui. On lui dit de s'arrêter, il met un demi-tour avant de s'arrêter, etc. Bon, après, ça, c'est l'instinct du pilote. Moi, je note quand même que c'est un pilote qui est arrivé ce week-end en disant que Ferrari, leur célébration, à Silverstone montrait une forme de faiblesse. Là, très clairement, s'il y en a un qui montre ses faiblesses ce week-end, c'est Lewis Hamilton. Ouais, non, mais même cette déclaration-là, il fait genre, il dit, oui, non, mais ce qu'ils ont dit, c'est pas important. Et puis il en parle pendant 5 minutes après, donc c'est plus important que ça quand même. Donc je pense qu'effectivement là il met un engagement alors qu'on est qu'à mi-saison, que le mec il a juste 8 points de retard et qu'il va pas partir non plus très loin, il va partir 14e, il partira peut-être dernier s'il change des pièces, et que on a très bien vu que la Mercedes comme la Ferrari comme la Red Bull, quand ils partent dernier, ils ont moyen de faire un top 6, voire un podium, voire une deuxième place. Voilà, moi c'est plus le fait que je me rappelle que il y a quelques années, la FIA avait demandé aux pilotes que quand ils avaient un problème technique de pas rester sur la piste, parce qu'en fait les pilotes ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils restaient sur la piste pour pouvoir provoquer un drapeau jaune, voire un drapeau rouge. Ça interrompait la séance, on ramenait la voiture et ils gagnaient du temps de roulage comme ça. Donc la FIA avait clarifié en disant maintenant quand vous avez un problème technique, vous vous mettez au niveau des sorties. Bon, ça fait 3-4 ans que les pilotes l'appliquent, mais avec plus ou moins de mordant, que la FIA ne fait quasiment rien. Là, on est quand même dans un cas très clair où le mec reste sur la piste, alors hors trajectoire, mais reste sur la piste, alors que sa voiture est encore en train de rouler, qui commence à se désharnacher, qui sort de sa voiture, qui commence à pousser sa voiture, alors que on n'est pas sous régime ni de safety car, safety car en qualif, il n'y en a pas, mais ni de VSC, ni de drapeau rouge, qu'il y a des voitures qui passent à proximité, et où nécessairement son action à ce moment-là va modifier l'action et l'intervention des commissaires. C'est-à-dire que les commissaires, à ce moment-là, sont obligés d'aller en piste pour aider Lewis Hamilton à bouger la voiture. Et même à un moment donné, le comportement de Lewis, c'est alors que les commissaires veulent l'emmener sur le côté, lui, il revient, il tourne le volant pour la remettre sur la piste. À ce moment-là, moi, je suis désolé, je n'appelle pas du tout à une sanction de Lewis Hamilton, mais c'est simplement un recadrage. C'est appeler le pilote auprès des commissaires et lui dire, dans ces conditions-là, tu laisses les commissaires gérer ta voiture. On comprend, moi, je comprends parfaitement qu'il était frustré à ce moment-là. C'est une belle image, c'est ce que disait Scani sur Twitter. Après, il y aura peut-être quelque chose au briefing des pilotes. Oui, mais c'est la problématique, c'est que c'est discuté en briefing, mais les briefings, on n'a pas de retour. Par exemple, il y a un briefing il y a eu une discussion apparemment de 40 minutes sur la pénalité qui a été infligée à Gasly à Silverstone en briefing. C'est parce que Gasly nous en parle. Nous, on n'a pas le retour sur ça. Là, on est quand même sur une image qui est belle, mais malgré tout, il faut quand même sensibiliser les gens sur dire ce comportement-là n'est pas normal et constitue une mise en danger de soi-même, mais aussi des autres. Et moi, je trouve que symboliquement, il aurait quand même fallu que la FIA ouvre une investigation. Messieurs, avançons en Q2. Ah non, faut qu'on avance. Alors, Hamilton était qualifié pour la Q2, mais bon, donc il n'a pas participé. Ricciardo non plus, puisque vous savez, comme il va changer des éléments, il partira 20e ou peut-être des stands, on sait jamais, parce qu'il est 20e de toute façon, pour avoir changé plusieurs pièces de son moteur. Et donc il reste plus que 3 éliminés. On a Marcus Ericsson 13e, Sirotkin 12e et Alonso 11e. Ericsson qui s'est distingué lors de la Q2. Oui, Monsieur Gravier. Oui. Enfin, plus que lui, c'est surtout Whiting qui s'est distingué en laissant le drapeau vert pendant au moins une bonne minute alors qu'il y avait plein de gravier dans le stadium. Et à son âge, Charlie, le temps qu'il sorte de la sieste, mais ça a été, c'est un scandale.
Parce que, alors déjà, il y a un truc, c'est que moi, j'étais étonné, c'est que vu comment il est arrivé en marche arrière, qui s'arrêtait en marche arrière dans le bac à gravier, j'étais, comme Villeneuve, j'étais extrêmement surpris qu'il arrive à repartir. Qu'en repartant, vu comme il peut pas, il y fait comme il peut, qu'il met du gravier sur la piste, ça, Rickson, à la limite, je le blâme pas. Il fait tout ce qu'il peut pour pouvoir regagner stand, etc. Oui. Non, le temps, et je pense que là où on est entièrement tous d'accord, c'est de dire, Whiting, qu'est-ce qu'il a branlé pendant 2 minutes, pendant lequel le réalisateur nous a quand même eu le temps de montrer 4 fois les graviers, pendant ces 2 minutes. Moi, le premier truc, je me suis dit, mais, il va y avoir drapeau rouge. En plus, le temps, le chrono, tu vois, ça laissait, il y avait 8 minutes et quelques. Je me suis dit, tu mets drapeau rouge, tu nettoies pas, tu mets 3 minutes à nettoyer les graviers avec un balai, ça va vite, quoi. Il faut pas, non, le chrono défile, et puis là, drapeau rouge. Putain, les mecs. Sinon, à part ça, Alonso, Sirotkin. On s'en fout. On s'en fout. On avance, on a fait du retard, je te dis, on avance. Et non, c'est donc, plus Ericsson finalement 13e qui est surprenant. Oui. À 8 dixièmes derrière son coéquipier, mais bon. Oui. En Q3, on retrouve Sergio Pérez qui est 10e, Charles Leclerc 9e, Sainz 8e, Hülkenberg est 7e, les As sont 5e et 6e, forcément avec deux voitures top team en moins, ça fait 5 et 6. Petite déception pour Grosjean, qui a fait, sur le premier relais, qui avait fait un meilleur tour que Magnussen, mais qui, premier ou deuxième virage, se plante et du coup abandonne son tour, et derrière Magnussen améliore. Donc il aurait pu améliorer et prétendre à mieux. Là, il partira 6e du côté ça de la piste, un peu moins avantageux, quoi. Sur la deuxième ligne, on retrouvera Max Verstappen et Kimi Raikkonen. Et sur la première ligne, on retrouvera un Valtteri Bottas qui a fait un temps, alors sur le coup canon, qui a surpris même dans son équipe. C'était drôle à voir. On l'a reprolongé qu'1 an, les gars, on est cons. Fallait qu'on le signe 10 ans. Ben non, justement, fallait le reprolonger de 6 mois pour qu'il fasse encore mieux comme temps. Et Vettel qui partira en pole à domicile. Oui. Apparemment, ça n'est arrivé que 2 fois. Oui, mais je crois qu'en plus, il a jamais gagné à Hockenheim. Il a peut-être gagné au Nürburgring, mais jamais à Hockenheim. Bon, Pérez, je trouve que c'est finalement pas mal qu'il arrive à hisser la Force India en 10e place. En ah oui. Leclerc, alors parce qu'il y a eu une interview de Vasseur juste avant les qualifs où il disait en fait nous notre position c'est plus entre 8 et 12 ici 8e finalement ça nous arrange pas trop, l'idéal ce serait 11e pour l'histoire des pneus au départ. Donc il a dit comme il y a 2 pilotes de moins, moi il y a peut-être que ça a déjà abandonné, donc bref il a dit du coup là il y a moyen de maximiser là de faire quelque chose, et, par exemple 6e il disait là ça devient intéressant. Bon, du coup il doit être un peu dégoûté que après voilà, Leclerc il a fait ce qu'il a pu, il a les 2 Renault, 2 As devant, normal quoi. J'ai envie de dire à un moment donné. Vettel c'est vas-y. J'ai été étonné parce que c'est que là, alors parce que à un moment donné sur l'écran ils ont mis que c'était la 8e fois consécutive que Charles Leclerc se qualifie en Q3. Alors je sais pas où ils ont été chercher cette statistique. Non. Donc ça m'a tellement étonné que j'ai été vérifié, et en fait j'ai été étonné parce que ça n'est que la 2e fois qu'il va s'élancer depuis le top 10 sur la grille. Oui, France et Grande-Bretagne. Avant ça, sa meilleure position de départ c'était 13e, et je pensais qu'il avait fait une Q3 plus tôt cette saison. Non, ouais. En effet, il a fait qu'une fois la Q3, avant. Ouais. Vettel, c'est la voie royale pour la victoire cet après-midi. Alors, il y aura peut-être des tactiques chez Mercedes. Ça va dépendre en fait. Alors, safety car ou pas. Ça dépend de safety car ou pas. Ouais. Et alors justement, Hamilton et Ricciardo, vous pensez qu'ils vont remonter jusqu'à où? Au moins top 5. Oui, ça, oui, la supériorité de leur voiture, oui. Ouais, au moins Hamilton sûr. Ricardo. Ouais. Bon, ce qui est quand même bien avec Ricardo, ce qui te dit bon d'accord, je pars dernier, mais il te dit au moins ça va être fun comme course. Comment tu veux ne pas l'aimer ce gars-là?
Mais Non, Hamilton, après, je pense que ça va beaucoup dépendre au moral. Hein. Il a fait une super... Oh, c'est violent ça. Il a fait une super remontée à Silverstone parce qu'il était chez lui qu'il voulait faire. Là, je pense quand même, mine de rien. Enfin, moi, j'étais abattu il y a un mois après le Grand Prix de France parce que je me disais on revit un peu la même saison que l'année dernière avec des erreurs chez Ferrari, des problèmes. Et là, mine de rien, le retournement au championnat est quand même assez conséquent et le coup de bambou pour Hamilton pourrait être difficile. Donc, je trouve que sa remontée va être très intéressante à regarder. On est à un moment clé du championnat. Hein. Là, ce mois de juillet. Mais peut-être tu veux dire un mot, Bouchard? Non, juste que Vettel, faut qu'il profite Vite. pour augmenter l'écart. Ok. Écoutez, on arrive à la fin de l'émission. Vous avez entendu le buzz. On vous souhaite à Pourquoi tous. t'avais pété, j'ai dit. Non. On vous souhaite à tous une très bonne course. Après la course, le quintet plus ou moins, et on se retrouve mardi soir exceptionnellement pour l'émission. Vous avez des congés mercredi. Salut. Ouais. Salut.